Ok, salut l'équipe, j'espère que vous allez super bien. D'accord, donc aujourd'hui on va commencer avec, on va continuer avec la suite. Aujourd'hui nous allons parler des supports et des résistances. D'accord, donc nous allons juste expliquer ce que c'est qu'une zone de support, une zone de résistance, pour que vous puissiez mieux comprendre. D'accord, on fait ça de manière simple, ici on ne complique rien. C'est l'analyse technique, donc pas besoin de longs documents, de beaucoup parler. Je vais juste laisser parler mon expérience et mon expertise. Ok, pardon. Ok, donc de manière simple, c'est quoi une zone de support et c'est quoi une zone de résistance? Ici, nous avons ce qu'on appelle la zone de... Donc voici ce qu'on appelle une zone de support et voici une zone de support. Ici, voici une zone de résistance et là, voici une zone de résistance, n'est-ce pas? Je préfère souvent faire ça comme ça. Non, ici, ça va. Tirer ça comme ça, oui. Pas tirer ça comme ça. Ici, comme ça, oui. De manière simple. Je n'ai pas trop compliqué mes choses. Là, comme ça, c'est bon. Je pense que tout le monde va comprendre. Ok, donc c'est quoi une zone de support de manière simple? Une zone de support, c'est juste de manière simple une zone où les investisseurs ou les gros poissons ne veulent pas que le prix dépasse ce niveau. De manière simple. Comme j'entends souvent dire sur les réseaux sociaux que non, une zone de support, c'est lorsque ça a cassé une zone de résistance et puis ça revient toucher la zone, ce qui fait que la zone de support soit valide et tout. Non, c'est pas ça. Une zone de support, c'est juste une zone où les investisseurs ou les gros poissons ne veulent pas que le prix dépasse cette zone. Je vous ai dit que en ce qui concerne le marché FX, c'est régi par la loi de l'offre et la demande. Donc, il y a toujours des acheteurs et des vendeurs. Il y a des gens qui mettent vraiment le vrai argent dessus. C'est pas de l'argent fictif. Et donc, par conséquent, ils veulent la sécurité, n'est-ce pas? Ils veulent toujours protéger leurs capitaux. Et ils veulent des meilleurs investissements possibles. Et lorsqu'ils investissent, ils veulent se rendre sûr que l'investissement sera profitable pour eux et pour leur position. Là, par exemple, nous sommes dans une tendance, là on va parler de tendance plus tard. Là, actuellement, pour constater que le prix est en train de partir plus haut. Et donc, quand le prix part plus haut, il arrive sur cette zone de support, n'est-ce pas? Il part à la hausse. Il revient, il arrive ici, là, il part à la hausse. Donc, ce sont juste des niveaux où les investisseurs ne veulent pas que le prix descende plus bas, n'est-ce pas? Parce qu'ils seront en négatif. Pareil ici, ils ne veulent pas que le prix descende plus bas parce qu'ils seront en négatif. Et donc, ils poussent le prix à partir d'ici pour aller à la hausse. Pareil ici, il pousse là pour aller à la hausse, ce qui fait en sorte que ce soit des zones de support valides. Vous allez mieux comprendre avec la suite. Là, on a des zones de résistance, n'est-ce pas? On a une zone de résistance ici et on a une autre zone de résistance ici. Les investisseurs ne veulent juste pas que le prix aille plus haut que ça, n'est-ce pas? Et donc, ils commencent à se positionner là pour pousser le prix plus bas. Donc, il y a plus de vendeurs ou de gros poissons vendeurs qui entrent ici pour pousser le prix plus bas. Pareil à cette zone, lorsque le prix arrive dans cette zone, il y a plus de vendeurs qui entrent pour pousser le prix plus bas. Et comme on le constate toujours, lorsque l'offre est plus grande que la demande, le prix de l'actif va chuter. Et lorsque la demande est plus grande que l'offre, le prix de l'actif va grimper en flèche ou prendre de la valeur. Avant de continuer, je voudrais d'abord qu'on parle maintenant de ce que c'est que les différents mouvements qu'on retrouve dans le marché FX. Ok, donc dans le marché FX, on a trois types de mouvements ou trois types de tendances. C'est très important. On a ce qu'on appelle la tendance haussière, on a ce qu'on appelle la tendance baissière et on a ce qu'on appelle la tendance neutre. Donc, ce sont les trois différents types de tendances. La tendance neutre est souvent encore appelée la consolidation, la phase de consolidation. D'autres vont l'appeler la phase d'accumulation et d'autres encore la phase de distribution. Mais généralement, on préfère nous l'appeler la tendance neutre ou la phase de consolidation. Donc, lorsque vous voulez qualifier ça de tendance, c'est une tendance neutre. Ok. Donc, de manière simple, c'est quoi une tendance haussière? Une tendance haussière, c'est tout simplement lorsque le prix effectue des hauts de plus en plus hauts, n'est-ce pas? Le prix effectue des hauts de plus en plus hauts. Il continue à partir comme ça. C'est ça qu'on appelle une tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on appelle tendance baissière? Une tendance baissière, c'est tout simplement lorsque le prix effectue des bas de plus en plus bas.
Donc, l'actif en question perd de la valeur sur le marché FX. C'est ça qu'on appelle la tendance baissière. Pour facilement connaître ou repérer votre tendance, vous pouvez juste prendre une flèche, n'est-ce pas? Vous tracez votre flèche comme ça. Lorsque vous regardez, vous vous rendez compte que la flèche est en train de partir vers le haut. Donc, vous êtes en tendance haussière. Et lorsque vous voulez savoir si la tendance est baissière, vous prenez juste votre flèche, vous tracez de l'arrière vers l'avant ou encore de la gauche vers la droite. Vous tracez et là vous allez connaître votre tendance. Donc actuellement ici, nous sommes dans une tendance haussière qui voudrait que le prix aille de plus en plus haut, n'est-ce pas, en effectuant des hauts de plus en plus haut. Voici un haut qui était plus haut que le haut précédent. Donc des hauts de plus en plus haut, en haut là, en haut là, en haut là et en haut là. Donc ce sont des hauts de plus en plus haut ou encore mais dans une tendance baissière, on va parler des bas de plus en plus bas. Voici en bas, n'est-ce pas, aussi un autre plus bas, des bas de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas et continue de partir vers le bas. Donc on perd plutôt de la valeur dans une tendance baissière alors que dans une tendance haussière, on prend de la valeur. Donc, c'est très important. Vous devrez connaître les différents types de mouvements dans le marché FX. Donc, il y a ce qu'on appelle la tendance haussière, il y a ce qu'on appelle la tendance baissière, il y a ce qu'on appelle la phase de consolidation ou la tendance neutre. Donc, en tendance neutre, le marché n'a pas une direction claire. Donc, le marché n'a pas une direction claire. Il effectue juste ce genre de mouvement. Donc, il est là comme ça, il est là comme ça. Donc, on pouvait remarquer là, le marché n'a pas de direction claire. Si on vous demande de mettre une flèche là pour connaître le mouvement, vous allez tracer un truc comme ça. Donc, c'est comme si le marché partait juste tout droit. Donc, comme s'il était juste tout droit. Donc, en trading forex, on a ce qu'on appelle les tendances. Et on a donc la tendance haussière, n'est-ce pas? On a la tendance baissière et on a la tendance neutre. Dans une tendance haussière, quelle est la règle que une tendance haussière doit impérativement respecter? Une tendance haussière doit respecter les hauts. Donc, pour que vous qualifiez une tendance haussière, il faut que la tendance respecte la règle des hauts de plus en plus haut. Voici un haut qui est plus haut que le haut précédent. Voici notre haut qui est plus haut que le haut précédent. Voici notre haut qui est plus haut que le haut précédent. Voici notre haut qui est plus haut que le haut précédent. Pareil pour le bas. Voici un bas qui est plus haut que le haut précédent. Voici un bas qui est plus haut que le haut précédent. Voici un bas qui est plus haut que le bas précédent. Et ça continue comme ça pour aller de plus en plus haut. Quelles sont les règles à respecter dans une tendance baissière? Dans une tendance baissière, n'est-ce pas, on doit respecter la règle des hauts et aussi la règle des bas. On remarque que dans une tendance baissière, on a des bas, n'est-ce pas, de plus en plus bas. Voici un bas qui est plus bas que le bas précédent. Voici un bas qui est plus bas que le bas précédent. En fait, ça casse. Donc, ça casse le plus bas, ça part. Ici encore, ça casse le plus bas, n'est-ce pas? Ça casse l'ancien bas, ici, donc ça casse, ça part. Ici encore, ça casse, ça part. Ça casse, ça part. Ici, ça casse encore et ça part. Donc, on a des bas de plus en plus bas. Et on a des hauts, n'est-ce pas, de plus en plus bas. Donc, on a le haut aussi qui est plus bas que l'autre. On a le haut aussi qui est plus bas que l'autre. On a le haut aussi qui est plus bas que l'autre. Et ainsi de suite. Là, on parle de tendance baissière. Et pourtant, dans une tendance neutre, généralement, on a les hauts qui ont la même direction. Et on a les bas qui ont aussi la même direction. Donc, les hauts ont la même direction. Les bas ont la même direction. Donc, généralement, c'est ce qu'on dit dans une tendance. Généralement, ce sont les trois différents types de mouvements que vous allez trouver dans le marché FX. Donc, on a ce qu'on appelle la tendance haussière, on a ce qu'on appelle la tendance baissière et on a ce qu'on appelle le mouvement neutre ou la phase de consolidation. Ok, donc on va continuer. Maintenant, on va parler des supports et des résistances, n'est-ce pas? Ici, on a vu, ici plus bas que dans c'est quoi au niveau de support? Un support, c'est une zone où les investisseurs ou les gros poissons ne veulent pas que le prix aille plus bas et donc ils commencent à acheter là en masse, ce qui fait en sorte qu'il y ait une augmentation de la demande et donc le prix part automatiquement à la hausse. Pareil, lorsque le prix arrive ici, certains commencent à prendre leur profit, donc à fermer la position et donc l'actif va perdre un peu de la valeur, mais à ce niveau-ci, d'autres vont encore entrer en masse, n'est-ce pas, continuer à augmenter la demande de l'actif et donc l'actif va encore prendre de la valeur. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque dans cette tendance-ci? On remarque que
ici, on a une tendance haussière, n'est-ce pas? Vu qu'ici, on a une tendance haussière, tout comme ce qu'on vient de mentionner plus bas, on va donc chercher dans cette tendance haussière les zones de support. Pourquoi? Parce que dans une tendance haussière, les supports sont plus importants que les résistances. Dans une tendance haussière, les supports sont plus importants que les résistances. Pourquoi? Parce qu'on est en train de partir de plus en plus haut. Et si on part de plus en plus haut, il faut qu'on ait la meilleure entrée pour suivre le mouvement. Et les meilleures entrées sont au niveau des supports, n'est-ce pas? Ok, donc lorsque nous sommes par exemple dans cette tendance haussière, si on a remarqué notre tendance haussière, on va donc tracer nos zones de support. On remarque qu'on a une zone de support ici. Oui. On remarque encore qu'on a une autre zone de support ici, n'est-ce pas? On a une zone de support ici. On va continuer à tracer. Ici, on a une zone de support. Ici, on a une autre zone de support. Ici, on a une zone de support. Donc là, on a déjà tracé tous nos supports. Pour une personne qui suivait le mouvement ici, à chaque fois que le prix allait créer un support, il allait entrer en position et il devait toujours être en profit au fur et à mesure que le prix allait prendre de la valeur. Je sais, beaucoup parmi vous veulent me poser cette question-là. Pourquoi est-ce que je n'ai pas directement fait joindre la zone de support à la zone de l'ancienne zone de résistance? Ici, on a un support, n'est-ce pas? Mais on remarque que ce support-ci, on a eu cette résistance qui était cassée et est venue toucher ce support avant de repartir, n'est-ce pas? Chose qui est super intéressante. Et on a pratiquement eu la même chose ici. On a eu la cassure d'une ancienne résistance. Voici la résistance ici dans le plus haut. On a donc la cassure, n'est-ce pas, d'une ancienne résistance. On a pullback, on a throwback. Oui, on a throwback vers ce support-ci. On a pullback, je voudrais dire, vers ce support-ci. Et on est en train de repartir vers la hausse. Et le même mouvement continue. Si j'essaie de joindre ici, vous allez voir que le même mouvement continue. Et ici aussi, c'est pareil, ça continue à aller à la hausse. Donc, dans une tendance haussière, il faut toujours privilégier les zones de support par rapport aux zones de résistance. Je vais expliquer ça après, tout à l'heure. Finissons d'abord avec ces trois phases-ci. Ok. Donc à ce qui concerne maintenant une tendance baissière, dans une tendance baissière, n'est-ce pas, les résistances sont plus importantes que les supports. Pourquoi? Parce que dans une tendance baissière, les investisseurs ou les gros poissons veulent vendre le prix lorsqu'il est le plus cher possible pour faire des profits quand ils vont vendre l'actif. Disons par exemple que vous avez une voiture Tesla que vous vendez peut-être que vous avez acheté à 2 millions de dollars, n'est-ce pas? Le prix de la voiture chute jusqu'à atteindre 1 million de dollars. Vous n'allez pas attendre lorsque c'est à 1 million pour vendre. Vous allez dire non. Je vais attendre que le prix de ma voiture Tesla, n'est-ce pas, remonte légèrement avant de vendre. Le prix de votre Tesla remonte et arrive jusqu'ici où il coûte à présent 1 million 500. Et là, vous dites, bon, 1 million 500, c'est bon. Je vais revendre à ce prix-là, même si je perds 500 dollars, n'est-ce pas? Vous revendez à 1 million 500 et lorsque le prix chute, vous avez déjà vendu votre actif. Mais celui qui n'avait pas vendu se rend compte que sa Tesla coûte maintenant 800 000 dollars. Il dit, oh, mieux je vendais quand c'était 1,5 million. Donc maintenant, je vais attendre que le prix de ma Tesla, qui coûte maintenant 800 dollars, prenne encore légèrement de la valeur pour la revente. Et donc, le prix de la Tesla remonte à 1 million 200 et il dit, oh, c'est bon, 1 million 200, je revends ma Tesla. Il revend donc sa Tesla et le prix chute encore. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne sera pas le seul à réfléchir pareil. Ils seront des milliers et des milliers et des milliers de personnes à faire ça. Peut-être, disons que 15 millions de personnes effectuent la même opération dans le monde. Et on parle ici en termes de millions. 15 millions de personnes effectuent des opérations à plus de 1 million de dollars sur les marchés. Ça va faire bouger les marchés. Donc, ça va faire bouger les marchés. Et donc, le prix va effectuer ce mouvement de baisse parce qu'ils sont nombreux à effectuer la même chose au même moment. On sait tous qu'en trading, il y a la loi de l'offre et la demande. Quand on dit offre et demande, ce sont les gens qui achètent au même moment et les gens qui vendent au même moment. Ils ne communiquent pas entre eux. C'est juste que ils réfléchissent, généralement tout le monde réfléchit de la même façon, n'est-ce pas? Tout le monde réfléchit de la même façon.
en temps de panique où tout en train de perdre de la valeur, les gens vont acheter de l'or massivement parce qu'ils veulent protéger leurs capitaux et tout le monde va faire ça. Donc tout le monde réfléchit de la même façon. C'était juste une parenthèse. Donc on va remarquer donc qu'ils vont tous entrer au même moment et donc c'est ce qui va faire en sorte que le prix continue de chuter. Et donc les entrées qu'ils auront à chaque fois qu'ils vont dire, comme par exemple celui-ci avait dit ici que je vais vendre comme ça 1,5 million, je vais vendre là, il ne sera pas le seul à le faire. Ils seront des milliers et des milliers de personnes à effectuer la même opération. Et donc, le prix va créer une espèce de résistance ici parce que la majorité des gens veulent vendre à ce niveau. Il n'y a pas ceux qui veulent acheter. La majorité veulent vendre. Et donc, vu que la majorité va l'emporter sur la minorité, le prix va chuter. Pareil, lorsque le prix va arriver ici, là, la majorité voudront vendre à ce niveau-ci. Et donc, la majorité des vendeurs vont prendre la main sur la minorité des acheteurs. Et donc, le prix va continuer de chuter. À ce niveau, ça sera pareil. La majorité des vendeurs vont prendre la main sur la minorité des acheteurs et le prix va continuer à descendre et ainsi de suite. Et chaque fois que la majorité va prendre la main, ça va créer des zones de résistance. Donc, les zones où où ils ne veulent pas que le prix traverse cette zone-là, ils vont commencer à entrer en masse. Et donc, le fait qu'ils entrent en masse, ça va créer une augmentation de l'offre de l'actif. Et donc, l'actif va perdre de la valeur. Là encore, pareil, là encore, pareil, là, pareil, jusqu'à ce que le prix arrive ici au plus bas-ci. Donc, c'est pourquoi je dis que dans une tendance baissière, les zones les plus importantes à noter, à tracer ou à représenter sont les zones de résistance. Donc, dans une tendance haussière, privilégiez les zones de support et dans une tendance baissière, privilégiez les zones de résistance. N'est-ce pas? Ok. Donc maintenant, dans une phase de consolidation, vu que le prix n'a pas une direction fixe ou stable, on va juste privilégier les deux mouvements. Donc, on va privilégier les opportunités d'achat et les opportunités de vente parce qu'on se rend compte que le prix n'a pas une direction propre, une direction claire. Donc, on va à la fois vendre et acheter. Vendre lorsque le prix arrive sur la résistance pour pousser le prix plus bas et acheter lorsque le prix arrive sur le support pour pousser plus haut. Donc, dans une phase neutre, on va juste effectuer les deux mouvements. Mais moi, dans la formation, je préfère souvent dire aux gens d'éviter les mouvements les phases neutres ou encore les phases de consolidation parce qu'il y a beaucoup de pièges à l'intérieur, chose que je vais aussi expliquer tout à l'heure. Ok, donc maintenant que nous avons vu ce que c'est qu'une tendance haussière, n'est-ce pas? Ce qu'il faut privilégier dans une tendance haussière et aussi ce que c'est qu'une tendance baissière et ce qu'il faut privilégier dans une tendance baissière. On va voir pourquoi est-ce qu'il faut privilégier les zones de support dans une tendance baissière et pourquoi aussi j'ai dit ici tout à l'heure que on a déjà vu pourquoi privilégier, n'est-ce pas? Parce que ce sont les zones où les investisseurs veulent pousser le prix plus haut ou plus bas. C'est pourquoi il faut privilégier ces zones. Mais pourquoi ne pas forcément attendre que ça revienne retester l'ancienne résistance ou que ça revienne retester l'ancien support? Pourquoi? On va voir ça maintenant. Ok. Donc, dans une tendance haussière, n'est-ce pas, privilégiez les zones de support, mais n'attendez pas forcément que le prix, n'est-ce pas, fasse par exemple, il casse l'ancienne résistance ici, et pull back. N'attendez pas que cela arrive, parce que ça ne va pas arriver tout le temps. Ça ne va pas arriver tout le temps. Parfois, ça ne va même pas arriver. Vous allez rater beaucoup d'opportunités. Vous allez rater beaucoup d'opportunités à cause de ça. Donc, voici un petit exemple que je suis en train de vous montrer par ici. Là, et on fait un truc comme ça, on part, on fait un truc comme ça, on part encore. Vous n'allez pas toujours, le prix ne va pas toujours faire ça. Donc, casser, n'est-ce pas, l'ancien plus haut, donc l'ancienne résistance est venu pullback sur cette zone-là. Le prix ne va pas toujours faire ça. Ce n'est pas obligé. Le prix ne va pas toujours faire ça. Généralement, il ne va même pas revenir. Lorsqu'il y a un sentiment très fort haussier ou un sentiment très fort baissier, le prix ne va même pas pullback sur l'ancienne zone de résistance. Là, par exemple, on remarque que le prix est parti plus haut, n'est-ce pas? Et puis, il a créé un support ici.
il crée un support là et puis il continue son mouvement. Si toi tu avais attendu que le prix revienne sur l'ancienne zone ici, là tu allais rater cette opportunité ici. Maintenant le prix fait quoi? Il vient ici en haut, il fait un léger retracement et il continue vers la hausse. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu vas attendre qu'il revienne peut-être à cette ancienne zone qu'il a cassée ici ou qu'il revienne à cette ancienne zone de résistance ici. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le prix crée encore un autre support ici, n'est-ce pas? Et continue son mouvement haussier. Il continue pour aller plus haut. Qu'est-ce qu'on remarque encore maintenant? Le prix arrive dans cette zone-ci. Il crée une espèce de figure chartiste, si je ne peux pas appeler ça comme ça. Il crée une espèce de figure chartiste ici. Et il crée une espèce de figure chartiste ici. Toi qui vas dire que tu vas attendre que le prix arrive plus bas ici, tu ne vas jamais prendre le prix. Si tu attends que ça revienne au niveau de l'ancienne résistance, tu vas encore rater cette autre opportunité. Parce que là aussi, c'est une zone de support que le prix est en train de créer. Parce que comme je l'ai dit, c'est une zone où les gros poissons ne veulent pas que le prix traverse et partent encore plus bas. Donc, ils vont entrer directement ici, à commencer à acheter là où il y a ce support aussi. Et le prix va continuer plus haut. C'est pourquoi je dis que dans une tendance haussière, privilégier ou noter ou interpréter plus les zones de support par rapport aux zones de résistance parce que le prix ne va pas revenir toutes les fois à l'ancienne zone de résistance pour que ça devienne support. Le prix ne va pas faire comme ici, là, chaque fois. Là, il est revenu la pullback. Oui, c'est bon, vous êtes positionné. Mais ici, il n'a pas pullback. Il n'a pas pullback ici. Ici, il a créé son support, il est parti. Ici, il a créé son support, il est parti. Ici, il a créé son support, il est parti. Donc, si vous attendez toutes les fois que le prix effectue la même chose, vous n'allez pas vous en sortir, n'est-ce pas? Ok, c'est pareil lorsqu'il s'agit déjà lorsqu'il s'agit d'une tendance baissière. Dans une tendance baissière, privilégiez les zones de résistance. Privilégiez les zones de résistance. Par exemple, ici, c'est une ancienne zone de support. Donc, le prix a touché le support, il est parti. Il a cassé le support, il a throwback, n'est-ce pas? Il a throwback et puis il a impulsé vers la baisse. Si vous dites que vous attendez que le prix revienne dans cette zone de résistance-ci, celle-ci, si vous dites que vous attendez que le prix revienne à cette ancienne zone de résistance pour que cette zone devienne support, vous n'allez jamais vous positionner. Parce que le prix est venu, il a créé une résistance, il est parti à la baisse. Pareil ici, il a créé une résistance, donc il a voulu partir plus haut. Les poissons ont commencé à entrer, les gros poissons ont commencé à entrer, ils ont poussé les prix plus bas. Il est remonté parce que là, c'est une bataille qui est entre les acheteurs et les vendeurs. On attend voir qui aura la main mise sur le marché. Et on se rend compte que les vendeurs prennent la main sur le marché et poussent le marché plus bas. Et donc, c'est à ce niveau que vous entrez. Pas besoin d'attendre que le prix retrace l'ancien support pour que cette zone-là devienne résistance. Et donc, le prix va continuer à partir de plus en plus bas. Pareil, lorsque le prix arrive ici, n'est-ce pas, il impulse vers la baisse, il continue de partir de plus en plus bas. Donc, dans une tendance baissière, n'est-ce pas, privilégiez les zones de résistance. Interprétez et notez les zones de résistance sur votre graphique. Et ce sont des zones où vous devez plus tenir compte par rapport à l'ancienne zone de support devenir résistance ou à l'ancienne zone de résistance devenir support. Il n'y a que quand le prix revient dans cette zone-là que ça devient intéressant. Tant que le prix n'est pas revenu dans ces anciennes zones de support devenir résistance, il peut toujours créer des nouvelles choses, n'est-ce pas? Tant que le prix ne revient pas dans cette ancienne zone, n'est-ce pas, de support qui est devenu résistance, il peut toujours créer une autre résistance et continuer. Il crée une autre résistance, il continue. Il crée une autre résistance et il continue. Donc, dans une tendance haussière, privilégiez toujours les mouvements, les résistances, et dans une tendance baissière, privilégiez toujours les setups d'achat. Ok, donc privilégiez toujours les supports. Lorsque ceci est dit, on a vu déjà les différents types de tendances. On a vu ce que c'est qu'une tendance haussière, n'est-ce pas? Ce que c'est qu'une tendance baissière, ce qu'il faut impérativement noter dans une tendance haussière, une tendance baissière, les points les plus importants dans les différentes tendances et pourquoi est-ce qu'on parle de tendance haussière. Donc, je vais essayer de faire un récapitulatif
Pourquoi est-ce qu'on parle de tendance baissière? Qu'est-ce qui qualifie une tendance de tendance baissière, de tendance haussière? Dans une tendance baissière, on a toujours les hauts, n'est-ce pas, qui sont plus hauts que les hauts précédents, les hauts qui sont plus hauts que les hauts précédents, et ainsi de suite. Dans une tendance baissière, on a les bas, n'est-ce pas, qui sont plus bas que les bas précédents, les bas qui sont plus bas que les bas précédents. Pour ceux qui ont fait un peu des SMC, on va appeler ça les cassures de structure. Donc, on a les cassures de structure et les cassures de structure pour montrer qu'on continue d'aller de plus en plus bas. Lorsque vous tracez votre flèche, vous allez remarquer que la flèche quitte du bas vers le haut, même si, n'est-ce pas, parce que certains pensent qu'il faut forcément que le mouvement soit impulsif comme ça. Même si là, la flèche est droite, même si la flèche est légèrement incurvée comme ça, c'est toujours un mouvement de tendance haussière. Toujours un mouvement de tendance haussière. Donc, il n'y a pas besoin de dire que non, la flèche est un peu droite, donc c'est un mouvement de consolidation et tout. Non, c'est toujours une tendance haussière. Et pareil aussi pour une tendance baissière. Donc maintenant, on va parler de la phase de consolidation et comment travailler dans une phase de consolidation. Ici en bas, on a vu ce que c'est qu'un support, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que les supports sont importants dans une tendance haussière? Parce que les gros poissons entrent à ce moment et veulent pousser le prix plus haut. Ils entrent et veulent pousser le prix plus haut. Ils s'en foutent si c'est venu toucher l'ancienne zone de résistance, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est est-ce que où je vais acheter là, c'est un prix adéquat pour pouvoir vendre plus tard. C'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas est-ce que c'est venu toucher l'ancienne zone de support ou l'ancienne zone de résistance. Non. Pareil pour ici. Ils veulent vendre là, ils vont se dire que bon, où je vends là, est-ce que ça sera intéressant de vendre à ce niveau, n'est-ce pas? Ou bien ça sera intéressant de vendre à ce niveau. Ils ne vont pas dire que j'ai envie de vendre là, mais est-ce que ça va d'abord toucher une ancienne zone de support? Non. C'est est-ce que où je veux vendre là, c'est un prix intéressant pour me faire des profits lors de la vente. Ce n'est pas une histoire de support ou de résistance ou de quoi que ce soit. Ok. Donc, dans une tendance haussière, privilégiez les zones de support. Dans une tendance baissière, privilégiez les zones de résistance. Et vous aurez beaucoup d'opportunités sur le marché, comme montré dans cet exemple-ci. Par rapport à celui qui aurait pris une seule opportunité ici, en attendant, n'est-ce pas, le pullback, il aurait pris une seule opportunité. Il devait faire quelque part ici. Une autre personne devait prendre une opportunité, deuxième opportunité, troisième et quatrième. 4 opportunités. Ok, donc maintenant, on a vu les tendances, oui. On a vu maintenant la phase de consolidation. Ok, donc maintenant la phase de consolidation. On va voir ce que c'est qu'une phase de consolidation. Et je l'ai dit ici plus bas que la phase de consolidation, pour juste mieux travailler, n'est-ce pas, de manière simple, ça c'est un marché qui est parfait. Donc lorsque le marché fait comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Mais dans une phase de consolidation, généralement, on conseille aux gens d'éviter de prendre des positions. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure.